Bienvenue dans le Caribbean Dreams Podcast, le podcast qui traite de l'actualité et bien d'autres thématiques encore en lien avec la Caraïbe pour mettre en lumière et en valeur nos cultures avec un regard porté sur notre avenir et nos rêves. Le rêve de construire une Caraïbe unie, prospère et indivisible. Aujourd'hui, on va revenir sur la situation haïtienne car je sais que vous êtes nombreux à me suivre pour obtenir une vision haïtiano-centrée de la crise. On va désormais adopter ce format une fois par semaine. En réalité, je vais vous faire une voix off quand je n'ai pas envie de me filmer. C'est beaucoup plus simple pour vous comme pour moi et j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que je sais aussi que vous êtes abonnés, vous avez liké la vidéo et vous m'avez suivi sur les réseaux sephora.dreams. On va commencer. Déjà, je ne vous avais pas parlé de l'installation du conseil présidentiel le 12 avril dernier. Une installation qui entend pacifier la crise politico-sécuritaire traversée par Haïti depuis la disparition du président Jovenel Moïse en juillet 2021. En effet, le premier ministre de transition Ariel Henry a été destitué par une coalition de bandes armées nommée Vive Ensemble, dont Jimmy Cherizier est le porte-parole. L'idée du conseil présidentiel émane donc non seulement de l'international, mais aussi de la CARICOM, la communauté des Caraïbes, et se présente comme étant une réponse à la contestation grandissante et hostile qui a renversé Ariel Henry. Ce mouvement reprochait à Ariel Henry d'une part la concentration des pouvoirs et d'autre part l'absence d'une organisation d'élections, la raison principale qui l'a amené à ce poste. Bref, Ariel Henry s'accrochait au pouvoir et ne semblait pas être pressé d'organiser des élections. Il faut quand même rappeler qu'Haïti n'a pas connu d'élection depuis 2016 et l'élection du président Jovenel Moïse. Le gouvernement d'Ariel Henry, qui avait perdu toute légitimité, devait donc être remplacé. Ainsi, c'est le conseil présidentiel qui est présenté comme étant la solution au problème. Néanmoins, cette initiative n'émane encore une fois pas du peuple haïtien qui voit dans ce nouveau conseil présidentiel la continuité du gouvernement d'Ariel Henry et de cette tradition de corruption amplement installée dans la politique haïtienne. Alors que le peuple haïtien désire rabattre complètement les cartes, se débarrasser de ces politiciens et politiciennes corrompus pour laisser place à une situation sécuritaire pacifiée. Il nous faut encore parler de la composition de ce conseil présidentiel qui est constitué de 9 personnes, soit 8 hommes et une femme. Ce sont donc des personnalités politiques, des représentants de la société civile, du secteur privé et du secteur religieux qui ne sont pour la plupart pas inconnus de la scène politique haïtienne. Autant vous dire qu'on ne rompt pas avec cette élite qui a longtemps été au pouvoir, qui a longtemps occupé des postes stratégiques et qui n'a pas été efficace pour répondre aux problèmes des Haïtiens. On reproche à ce dispositif d'être une solution de compromis face à une crise bien plus profonde. En plus de douter de l'efficacité du conseil présidentiel, les critiques dénoncent l'influence de certains membres et la possibilité que cette structure puisse encore retarder la bonne tenue d'élections. Ne parlons même pas de la parité parce que ça, on a l'impression que c'est le dernier de nos soucis ici. Je sais que je porte un regard assez critique sur la situation et sur l'installation du conseil présidentiel, mais je suis tout de même consciente qu'il faille bien commencer quelque part. Mais le choix de certains membres du conseil reste encore très douteux. D'ailleurs, le conseil présidentiel affirme également que la bonne tenue des élections, celles qui doivent avoir lieu en février 2026, seront précédées par la modification et la réformation de la constitution haïtienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a certes une constitution datée qui mérite d'être actualisée, mais il s'agit d'une constitution qui protège en beaucoup de points Haïti et notamment les ressources présentes dans le sol haïtien. On aura l'occasion d'en reparler à l'avenir parce que c'est un sujet très important. C'est un sujet dont j'avais prévu de parler il y a des mois, voire des années de cela, donc soyez certains qu'on va en parler. Mais il est très clairement possible de remarquer que les objectifs de ce conseil présidentiel ne sont peut-être pas de défendre les intérêts de la nation, mais plutôt ceux des puissances internationales comme les États-Unis et le Canada.
Ensuite, parlons de l'intervention kenyane en Haïti. La mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS qui a officiellement débuté le 25 juin 2024 avec l'arrivée d'un premier contingent de policiers kenyans. Cette mission, autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU en octobre 2023, vise à soutenir la police nationale haïtienne, la PNH, dans sa lutte contre les bandes et rétablir la sécurité dans le pays. Le Kenya prévoit de déployer environ 1000 policiers au total, sont venus s'ajouter 20 militaires et 4 policiers jamaïcains, ainsi que 2 soldats du Belize. I don't know, I never know how to say it. Je pense que c'est Bélizé. Eh bien, voici ce qui se dit. Le contingent kenyan semble être complètement dépassé par la situation, car ils ne connaissent pas le territoire, ils ne connaissent pas le terrain, ils ne parlent pas la langue, ni le français ou encore le créole haïtien. Ils rencontrent des problèmes de logistique, manque d'hommes et de matériel et n'ont pas d'objectif clair pour mener à bien leur mission. Ils se reposent essentiellement sur l'encadrement des policiers haïtiens qui, s'ils avaient été correctement équipés, auraient pu en venir à bout seuls des bandes. Mais aujourd'hui, la situation reste inchangée, la situation reste la même, les bandes sévissent encore dans la capitale. Et vous savez quoi? Il s'agit parfois d'une question de volonté. Car dans le sud du pays, on voit comment le commissaire Muscadin résiste aux bandes. Il est connu pour sa détermination à ne pas laisser cette partie du pays sombrer, tomber entre les mains des bandes. Le commissaire Muscadin est pour moi l'exemple qu'on peut trouver des solutions haïtiennes aux problèmes haïtiens. Le monde entier n'a pas besoin d'envoyer leur police et leur armée fouler le sol de Dessalines pour résoudre nos problèmes. Ils n'ont pas besoin non plus de dépenser leur argent qu'ils récupéreront, on le sait, dans le sous-sol haïtien avec des intérêts comme compensation. Parce que les États-Unis ont effectivement déjà mis plus de 300 millions de dollars sur la table et le Canada 150 millions. Alors il ne s'agit pas pour moi d'être ingrate, d'accord, et de ne pas être reconnaissante face à cet argent qui est dépensé pour, on va dire, lutter contre des bandes dont l'international, comme je vous le disais dans des précédentes vidéos, tient sa part de responsabilité dans leur existence. Mais bon, l'international donne de l'argent pour que ces bandes soient démantelées, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est gratuit. Rien n'est gratuit, ne soyons pas naïfs, s'il vous plaît. Chaque centime dépensé sera récupéré et c'est dans nos richesses, en fait, que ces pays trouveront leur compensation. Alors, il faudrait juste trouver une solution haïtienne au problème. Et quand on voit dans le sud du pays avec le commissaire Muscadin que ce n'est pas impossible de lutter contre les bandes, on voit que c'est finalement la police haïtienne, la PNH, qui oriente les policiers kenyans, ce qui est tout à fait normal car ce n'est pas leur pays. Ils ne connaissent pas Port-au-Prince dans ses moindres détails, ils ne connaissent pas les quartiers avec autant de précision que la PNH. L'intervention kenyane semble être un échec. Par conséquent, Gary Conille et Edgar Leblanc fils, le président du conseil de transition, ont appelé jeudi dernier la communauté internationale à entamer une réflexion pour transformer la force multinationale de soutien à la police haïtienne en mission de maintien de la paix de l'ONU. Bien évidemment, mais on l'a vu venir, et ce sont les États-Unis et le Canada qui sont derrière cette idée avec la complicité du conseil présidentiel fraîchement installé. On voit d'ores et déjà les chanceliers des différents pays impliqués, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et puis les chancelleries haïtiennes, mettre en place un discours diplomatique faisant la promotion d'une intervention onusienne pour le maintien de la paix, sans pour autant dire qu'elle aura véritablement lieu. Là, on se mouille pas trop, on prépare juste les esprits à ce qui va arriver. C'est ce que l'on craignait en 2023 quand l'ONU a donné son feu vert pour une intervention kenyane en territoire haïtien. On savait que ce serait la première étape vers une intervention en bonne et due forme. Et c'est pourquoi moi je me suis toujours opposée à une telle intervention. En effet, une intervention onusienne fait remonter de mauvais souvenirs dans l'histoire haïtienne. On se rappelle de la MINUSTAH, une intervention onusienne en Haïti de 2004 à 2017 et on se rappelle aussi de cette longue histoire des interventions de l'ONU dans le pays qui n'ont jamais été un réel succès. Une histoire sombre,
dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, et des missions qui ont atteint l'inconscient collectif des Haïtiens, les ont traumatisés et ont introduit le choléra dans le pays. On comprend aussi pourquoi ce conseil présidentiel a été mis en place, et c'est tout simplement pour favoriser le vote de cette intervention à l'ONU. Parce que rappelez-vous, je vous le dis en début de cette vidéo, Ariel Henry était affaibli. Toute initiative émanant de son gouvernement et précisément une intervention onusienne aurait été mal reçue par la population haïtienne. C'est pourquoi, avec l'appui de ce nouveau conseil présidentiel, les États-Unis ont soumis un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui sera voté le 30 septembre prochain. C'est donc sans surprise que les États-Unis proposent de prolonger la mission multinationale d'appui à la sécurité pour 1 an de plus et de préparer une transition vers une mission de maintien de la paix dirigée par l'ONU. Qu'est-ce qu'on est surpris? Qu'est-ce qu'on ne s'y attendait pas? Enfin, dans cette vidéo, on va parler de Michel Martelly, l'ancien président d'Haïti, qui est sanctionné par les autorités haïtiennes pour être impliqué dans la création et le financement des bandes. Bon, ce n'est pas un scoop de ouf, car le Canada avait déjà affligé un certain nombre de sanctions à l'ancien président, notamment financières, en gelant ses comptes et en interdisant l'accès au sol canadien. Donc bon, ce n'est pas un scoop, et d'ailleurs je vous avais fait une vidéo à ce sujet, mais force est de constater que les accusations et les preuves s'accumulent contre Michel Martelly, dont le nom est aussi cité dans la disparition du président Jovenel Moïse. Ma question est la suivante. Si les États-Unis et le Canada ont établi des sanctions contre Martelly, c'est qu'ils ont des preuves qu'il a financé des bandes et qu'il a facilité la circulation d'équipements et de farine blanche sur le territoire haïtien. Alors, moi, ma question, c'est de savoir pourquoi il n'est pas arrêté. Tout comme un certain Guy Philippe, un ancien sénateur qui avait été condamné par une cour américaine et qui a séjourné dans une prison fédérale américaine pour des chefs d'accusation similaires. Les mêmes accusations qui sont portées aujourd'hui sur Michel Martelly sont celles qui avaient été portées sur Guy Philippe. Donc pourquoi un avion de la Drug Enforcement ne vient pas s'emparer de Michel Martelly pour lui permettre d'avoir un procès dans une cour américaine? Croyez-moi, moi j'attends que ça. Je vais pas vous mentir, mais j'attends encore mieux. J'attends que la justice haïtienne fasse son travail. Parce que la Enforcement n'a rien à faire en Haïti. On a une justice, on est un pays, on dit qu'on est souverain. Il faudrait que notre justice puisse faire son travail et lever le voile, mettre la lumière sur la disparition du président Jovenel Moïse. Parce que tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Dans tous les cas, ce premier épisode du podcast est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile, qu'il aura répondu à vos questions et qu'il aura éclairci la situation pour ceux qui ne la comprenaient pas ou qui n'avaient tout simplement pas d'informations à ce sujet. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Sephora Dreams, un peu partout. Donc sur Instagram, c'est Sephora Dreams. Sur TikTok, c'est Sephora Dreams. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Activez la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!